Salut, c'est Cotibus et bienvenue dans la Mangatech pour cette nouvelle vidéo. Et joyeux anniversaire, la Mangatech. Alors, en espérant que je sorte cette vidéo en temps et en heure, mais c'est censé être la vidéo qui fête les 7 ans de la chaîne. Oui, puisque ça fait déjà 7 ans depuis 2017 que je sors habituellement des vidéos sur la pop culture et principalement, majoritairement sur les mangas. En tout cas, merci de toute cette fidélité, de tout ce que vous m'avez apporté durant cette longue aventure qui est loin d'être terminée. Et pour fêter cet anniversaire, je voulais faire une vidéo un petit peu spécifique, en tout cas qui me tient à cœur, puisque c'est un sujet que je veux traiter depuis très longtemps. Cette vidéo sera consacrée donc à des théories, des légendes urbaines sur le monde des mangas et de l'édition. Et donc pour cette vidéo, j'ai relevé 3 légendes urbaines, des choses qu'on entend depuis pas mal d'années. Est-ce que c'est vrai ou non? Je vais donc débunker tout ça dans cette vidéo. Preuve à l'appui. Oda aurait raconté la fin de One Piece à un enfant hospitalisé. Alors ça, c'est une histoire que j'entends parler depuis tellement longtemps, depuis plus de 10 ans, comme quoi Eiichiro Oda, donc l'auteur de One Piece, serait allé dans un hôpital et aurait dévoilé la fin de son œuvre à un enfant hospitalisé sur le seuil de la mort, juste avant qu'il ne décède, et qui donc aurait emporté le secret avec lui, la tant légendaire et mystérieuse fin de ce manga auquel on peut s'imaginer, qu'on peut théoriser. Mais apparemment toute cette histoire là, cette théorie comme quoi Eiichiro Oda aurait tout dévoilé à un enfant, existe depuis très longtemps. Alors j'ai personnellement toujours trouvé cette histoire vraiment très grotesque, même si elle a des allures d'histoire un petit peu touchantes quand même, puisque ça aurait potentiellement été un geste incroyable de l'auteur de One Piece pour redonner le sourire à un enfant qui va très probablement mourir dans les jours à venir. Alors c'est très beau, mais tout penche à croire que c'est totalement impossible comme histoire en réalité. Malgré la foule de copains à la cour de récré qui se faisaient passer ce message, cette petite histoire, et qui n'arrêtaient pas de m'assurer, mais si, c'est une vraie anecdote, c'est réel, ça s'est avéré être vrai, il a vraiment tout révélé à un enfant. Alors pour quelle raison? Sûrement parce que ça les faisait rêver, hein, apparemment, je suppose en tout cas. Et puis d'une manière, se rassurer soi-même d'être convaincu que cette histoire, c'est de s'assurer qu'Oda lui-même connaît déjà la fin de son œuvre. Pour ma part, avant de donner mon point de vue sur cette histoire, je vais quand même relever toutes les choses qui clochent dans cette histoire. Déjà, on parle pas de n'importe quel manga, on parle d'un, voire du manga le plus lucratif au monde, le protégé des éditeurs japonais qui garde sous secret la fin du manga, car très peu la connaissent réellement. Ces éditeurs attitrés connaissent la fin, certes, donc tout juste une petite poignée, et encore, même pas certain qu'ils aient tous les éléments. Le risque de dévoiler la fin d'un aussi gros monstre culturel serait une prise de risque énorme. Ça bouleverserait énormément de choses de dévoiler une telle information, même à un enfant sur le seuil de la mort. Aucun éditeur, surtout du magazine de parution japonais tel que le Weekly Shonen Jump, accepterait un écart aussi risqué. Il y a aussi le cas de Oda, qui ne sort quasiment jamais de chez lui. Il ne lui viendrait jamais à l'esprit de quitter son lieu de travail pour aller à un hôpital. Et je doute que les éditeurs accepteraient, c'est tellement restreint. Alors déjà qu'on sait qu'il dort que seulement 4 heures par nuit pour bosser intensément sur son œuvre, à ne perdre aucune minute, je pense pas qu'il perdrait du temps à aller dans les hôpitaux pour révéler la fin du manga. Ah non, la moindre minute de sa vie, c'est consacré à son œuvre, à l'écriture et au dessin. Il ne dévoile même pas son visage. Eiichiro Oda est l'un des plus grands noms du manga de l'histoire, et le peu de photos du monsieur devrait prouver qu'il ne se livre pas à des meetings abonnés ou des tournées dans les hôpitaux. On aurait plus d'infos à ce sujet et quelques photos d'articles sur ses passages dans les hôpitaux. Et puis à l'époque où cette théorie circulait, c'est-à-dire il y a déjà plus de 10 ans, est-on même sûr que Oda lui-même connaissait vraiment la fin de sa propre histoire déjà à l'époque? Admettons que Oda ait réellement dévoilé la fin à cet enfant hospitalisé. Est-ce réellement la fin qu'il envisage encore aujourd'hui? Ou une hypothétique fin, un soupçon d'idée qu'il aurait pu avoir
sur l'hypothétique fin, comment il aurait pu clôturer l'histoire, à l'époque où le manga ne comptait que quelques chapitres, voire que la moitié des chapitres du nombre actuel. Parce que je rappelle que cette anecdote, on en entendait parler encore qu'à l'époque où on en était à Thriller Bark. Est-ce qu'il avait déjà envisagé tout ce qui allait se poursuivre, c'est-à-dire genre tout Marineford, l'île des hommes poissons, Punk Hazard, Dressrosa, Wano, etc. etc. Est-ce qu'il avait déjà tout ça en tête? Je pense que si cette anecdote est vraie, il aurait simplement pu dire, ou du moins annoncer une de ses idées sur ce qu'est le One Piece. Juste ça, il aurait peut-être pas tout développé en détail, en tout cas je pense pas. Il aurait peut-être donné une indication sur ce qu'est le One Piece, qui est le plus grand mystère du manga. Ou peut-être l'affrontement final qu'il a en tête, quel personnage pourrait mourir à la fin, quel personnage pourrait gagner entre guillemets le One Piece. Voilà, tout ça pour dire que je pense pas que Oda avait déjà une vision claire de ce qu'était la fin de sa propre œuvre déjà à l'époque où tournait cette théorie. Et que la fin a clairement été bousculée à de multiples moments à cause du déroulement dans le Nouveau Monde qu'il aurait rajouté ou improvisé entre temps. Bon, voilà, je pense que vous l'aurez compris, toute cette histoire est totalement fake. Rien d'officiel ne l'atteste. Je pense que les éditeurs justement auraient pu faire de la communication par rapport à ça, puisque ça aurait fait une belle petite image, une histoire assez mignonne, mais en tout cas rien de fondé, rien d'officiel n'a été annoncé par rapport à ça, malgré que ça fait très très longtemps qu'on en entend parler. Ni l'auteur, ni les éditeurs, ni la Shueisha, ni le Weekly Shonen Jump en ont parlé. Tout ça part d'un bruit de cours de récré. Je pense que c'est surtout que ça fait rêver beaucoup d'entre nous que quelqu'un dans le monde qui est un petit peu notre équivalent à nous en tant que fan de One Piece connaîtrait la fin de notre œuvre préférée, révélée de la bouche directement de l'auteur. Ça fait rêver beaucoup de personnes et je pense que tout ça part de cette idée-là. C'est vrai, après tout, quel fan du manga n'a jamais prononcé cette fameuse phrase de « Je ne peux pas mourir » avant de connaître la fin de One Piece. Kazuki Takahashi, l'auteur de Yu-Gi-Oh!, serait décédé en sauvant des vies. Il y a 2 ans, nous avons appris le décès tragique de Kazuki Takahashi, connu par son manga et animé iconique Yu-Gi-Oh! Et son jeu de cartes. Triste nouvelle, mais des rumeurs sur la cause de son décès commencent à tourner. En effet, là où habituellement la cause des décès des mangakas sont très peu dévoilés, souvent couverts et très protégés, là en l'occurrence, il y a une théorie qui tourne autour de ce décès-là précis. Et oui, c'est rarement dévoilé, surtout caché par les éditeurs, car on se doute bien que c'est souvent cause de surmenage, de stress et de manière globale, de soucis de santé liés à la surcharge de travail causée par leur manga. Donc on comprend parfaitement que les éditeurs, ils vont pas prendre de risques et vont pas dévoiler que c'est un petit peu à cause d'eux que leurs auteurs sont décédés. Mais la cause du décès de Takahashi Sensei est bien plus surprenante. Il serait décédé héroïquement en sauvant la vie de 3 personnes de la noyade. Alors ça peut paraître très surréaliste de prime abord comme ça. C'est vrai parce qu'on a souvent cette image des mangaka qui sont assez discrets, qui sont assez introvertis. Vous savez, ils sont un peu cachés dans leur studio, qu'est-ce qu'ils iraient foutre à sauver des vies sur des plages? Mais se dire qu'un mangaka se sacrifierait pour sauver la vie de certaines personnes, c'est impensable. Et pourtant, il semblerait que plusieurs sources s'accordent à dire que cette histoire est vraie. Pour citer les mots de par exemple Le Monde, donc l'auteur serait mort à 60 ans, son corps sans vie a été retrouvé dans la matinée, mercredi 6 juin, par les gardes-côtes au large de Nago, dans la préfecture d'Okinawa, île du sud de l'archipel japonais. Il était revêtu d'un équipement de plongée en apnée. Une enquête a été ouverte pour déterminer la cause du décès. Ce jour-là, en raison du mauvais temps, la mer était particulièrement agité, 3 personnes dans l'eau étaient en détresse et menaçaient de se noyer. Un major de l'armée américaine présent sur place, Robert Bourgo, s'est alors jeté à l'eau pour sauver les 3 personnes de la noyade. Il parviendra à en sauver 2, une mère et sa fille. Kazuki Takahashi a tenté d'aider ce dernier à son tour en se jetant à l'eau, mais il a été emporté par les vagues et a disparu. Son corps a été retrouvé 2 jours plus tard. Donc cette légende urbaine est vraie. L'auteur de Yu-Gi-Oh! Est effectivement décédé en voulant sauver la vie de personnes, malheureusement décédées dans l'action. Luffy s'appelait Corentin.
Cette légende urbaine trotte également depuis pas mal d'années. Vous avez été choqué par le dent de chien de Katakuri? Eh ben rassurez-vous, parce qu'on aurait eu bien pire. Une rumeur prétendrait que à l'époque, au tout début, à l'arrivée du manga One Piece en France, Luffy ne s'appelait pas Luffy mais Corentin, du moins Monkey dit Corentin, ou encore Zoro, Terrence Sabrelon, Nami Corinne, ou bien le très charismatique Crocodile en Henri Bac à Sable. Cette rumeur, elle est revenue à la surface il y a quelques temps avec un thread sur Twitter sur lequel j'étais tombé. Et c'est vrai que j'avais complètement oublié cette histoire, mais c'était un truc qui était souvent dit pareil, dans les cours de récré. Au tout début, Luffy s'appelait Corentin. Je l'ai même entendu il n'y a pas si longtemps dans une convention, dans une file d'attente. Derrière moi, il y a un mec qui disait « Non mais je t'assure, au début, Luffy ne s'appelait pas Luffy. » Alors, il y a eu plusieurs noms d'ailleurs qui sont sortis tellement cette histoire est assez floue et peut-être même trop lointaine. On a eu des Corentins, on a eu des Pierrick, on a eu des Jean-Pierre, on a eu plein de noms très français. Et puis alors, du coup, sur internet, comme cette rumeur a pris beaucoup d'ampleur, il y a même eu des screens, comme je vous ai montré juste avant, qui sont sortis, des scans potentiels de mangas avec ces noms, ces descriptions, des toutes premières versions des personnages. Et alors effectivement, les noms des personnages ne correspondaient pas à ceux d'aujourd'hui. Puis alors il y en avait plein d'autres, hein. Chopper en Damien, Tachigi et Smoker se transforment en Magali et Colonel Fumette. Certains même affirmaient que cette première version avait même été éditée jusqu'à l'arc Marineford avec même un Jinbei sous le nom de Patrick. Bon alors on reviendra sur la véracité de tous ces screens un petit peu plus loin en vidéo. Et puis d'ailleurs on va diviser toute cette partie sur cette légende urbaine en deux grosses parties, puisque là ça va concerner deux éléments, d'une part l'animé et deuxièmement le manga. Et puis alors pour les animés, ce serait pas si étonnant en vérité, puisqu'on sait qu'au début des années 80, c'était très courant que nous les Français retraduisons tout et n'importe quoi, ou bien n'importe quel personnage japonais dans des noms bien français. On se souvient bien évidemment de Nicky Larson pour Ryo Saiba, Olivier Tom et bien d'autres, c'était un carnage. Mais à l'époque, dans les années 80, je pense que les spectateurs s'en foutaient parce qu'on ne connaissait pas vraiment les vrais noms des personnages. On avait été très bien habitués avec des Nicky Larson ou Olivier Tom. Bon, je dis on, mais ça ne me concerne pas vraiment. J'étais tout simplement pas né à l'époque. Mais j'imagine qu'à l'époque, les gens n'étaient absolument pas choqués de savoir que le personnage s'appelait Nicky Larson. Mais alors, qu'en est-il de One Piece, puisque c'est le sujet de base? Donc l'arrivée de l'animé One Piece en France, qui était alors sous la censure de 4Kids, on ne l'oublie pas, hein, qui avait déjà bien transformé l'œuvre, hein. Je vous remets quelques exemples. Sanji ne fumait plus, mais il avait une sucette à la main, les marines se battaient à l'aide de pistolets à eau ou de marteaux à ressort, ou bien un smoker qui ne smokait plus, etc. etc. Ça, il y en a plein d'exemples comme ça. D'ailleurs, il y a plein de vidéos sur internet qui les compilent, vous pouvez aller voir, c'est très drôle. Mais du coup, avec des censures, il fallait bien s'attendre également à ce qu'ils changent les noms des personnages. C'est vrai, c'est quoi tous ces noms étranges? Luffy, Zoro, Roronoa, Nami, ça fait pas très français ça. Les enfants qui regarderont les épisodes vont complètement se perdre, ils ne sauront même pas prononcer ces noms. Fort heureusement, ça n'est jamais arrivé. La première version de One Piece animé doublée en français n'ont pas changé les noms. Bon, à quelques exemples près. Et oui, à ceci près, car la toute première version française de One Piece, ne l'oublions pas, a été alors à l'époque en 2003, achetée par AB Productions, oula, mauvais signe ça dit donc, qui envoyait le doublage au studio Sophie, où il faisait du doublage à moitié fignolé. Bingo! Un grand manque de moyens se fait ressentir, c'est-à-dire qu'ils avaient acheté un package de 52 épisodes, 5 comédiens peu professionnels qui à l'époque avaient saccagé cette première version. Vincent Barazzoni doublait Luffy, une catastrophe. On m'appelle Luffy, je serai très bientôt le nouveau roi des pirates. Une mauvaise interprétation, peu d'efforts, il ne savait même pas crier, mais il s'appelait bien Luffy et non Corentin. Nami reste Nami, mais attention, Zoro, alors doublé à l'époque par Antoine Noël, qui était le chef de projet, se faisait appeler Zoko, afin d'éviter de confondre avec le fameux personnage de Zoro, la cape, l'épée et le chapeau, etc. Vous avez compris. Bon, par contre, il recalquait également sur la traduction de l'époque de Glénat, sur les noms de certaines choses, notamment Baggy qui s'appelait Buggy, ou Boogie, je sais plus trop comment il prononçait, le fameux Pipo
à la place de Usopp ou encore Sandy à la place de Sanji. Mais ça, nous y reviendrons un peu plus tard dans la partie manga. La suite, on la connaît, en 2008, la Toei Animation se charge de tout ça, et c'est grâce à la distribution de la série en DVD par Kana Home Video, sous la charge de Lilo Post-Production, qu'un nouveau casting de doublage sera fait avec celui qu'on connaît bien, notamment Stéphane Escoffier pour Luffy. Ouais, Sanji! Quoi? Moi aussi, je vais prendre un dessert! Et cette fois-ci, tous les noms sont fidèles à la version originale. Bon alors du coup, on a compris, Luffy dans l'animé ne s'est jamais appelé Corentin, mais qu'en est-il des mangas? Pour ça, il faudrait que je vérifie sur toutes les versions. Et on a beaucoup de chance puisque, eh ben je les ai. Hein. Vous m'avez fait acheter des pauvres éditions toutes pourries de One Piece pour cette foutue vidéo, juste pour vous prouver que Luffy ne s'est jamais appelé Corentin. Bon, je vais pas vous montrer l'édition actuelle, hein, on sait très bien que Luffy ne s'appelle pas Corentin dans l'édition jaune de One Piece, ça n'est jamais arrivé, hein, dès le premier tome, celle qui a été retraduite à partir du tome 67, ils ont refait toutes les traductions des tout premiers tomes, ils ont changé les noms de cette édition-là. L'édition, ce que j'appelle l'édition blanche de One Piece, donc celle que j'avais à l'époque, donc la toute première, d'ailleurs ce que j'ai en main c'est le tout premier manga que j'ai eu dans ma vie, et oui. Et donc c'est le One Piece numéro 1 avec une traduction de Glénat, je vais vérifier ça, et donc non, Luffy s'appelle bien Luffy, Monkey D. Luffy, voilà, un jeune habitant du village, Monkey D. Luffy. Alors par contre là ce que j'ai pas compris c'est que sur cette première version, Zoro s'appelle Zoro avec 2 R. Comme le personnage que l'on connaît bien avec la cape noire. Mais du coup, bah, c'est pas très logique, puisque les premières traductions, comme j'ai pu le dire sur la version animée, à l'époque, ils faisaient exprès de l'appeler Zoko, pour pas confondre avec le personnage de Zoro, avec 2 R, et là, en l'occurrence, bah là, ils s'en foutent complètement, et au contraire, ils vont rajouter un R pour coller plus au personnage qui n'a rien à voir avec le personnage japonais. Là, j'ai pas compris, mais sinon, à part ça, bah on peut retrouver des traductions qui sont bancales également. J'ai un bon exemple, c'est comme pour Grand Line. Grand Line, dans cette version-là, s'appelait la route de tous les périls. C'est très long, c'est très chiant à prononcer, mais à l'époque, bah, comme j'ai découvert le manga comme ça, moi je m'en foutais. Pour moi, Grand Line ne s'est jamais appelé Grand Line. C'était justement dans l'animé, quand j'avais entendu Grand Line, j'étais en mode, mais de quoi il parle? Mais voilà, c'était une petite folie de Glénat à l'époque, où il voulait appeler ça la route de tous les périls. Idem pour Usopp, qui s'appelait Pipo. Voilà, bon alors ça, même à l'époque, quand j'avais jamais entendu parler le nom de Usopp, et j'avais été habitué à Pipo, je trouvais ça déjà un petit peu débile, hein, c'est bizarre comme nom, Pipo. Oui, c'est pour le délire de, voilà, il raconte que des mensonges, donc il s'appelle Pipo parce qu'il raconte que des pipos. Même à l'époque, j'avais pas vraiment la ref, hein, le truc du pipeau, parce que c'est quand on raconte de la merde. C'est un peu bizarre. Comme Sanji, j'ai pas compris pourquoi ils avaient mis un D, parce que Sandy, ça fait du coup un nom féminin. Et puis ça colle pas, j'ai envie de dire Sandy pour le personnage de Sanji. C'est un peu bizarre. Alors par contre, Baggy ne s'est jamais appelé Boogie, hein. J'ai pas souvenir de ça. Hein. Je sais pas pourquoi ils ont voulu à tout prix l'appeler Boogie dans la toute première version animée. Mais sinon, à part ça, voilà, il n'y a pas eu trop de changements, mais bon, faut quand même savoir que bah, cette première traduction, elle a duré très très longtemps, hein, jusqu'au tome 66. Pipo s'est appelé Pipo dans l'île des hommes poissons, vous vous rendez compte un peu? Regardez, je mens pas. Hein. Le tome 66, l'île des hommes poissons. Bon là, je sais pas si vous allez voir, mais Pipo s'appelle Pipo, Sandy s'appelle Sandy. Et il y a même ce petit truc, ce délire de Tony Chopper, où il mettait un tiret entre les deux Tony. Même si bon, personne ne l'appelle Tony Chopper, tout le monde l'appelle simplement Chopper. Mais personne ne l'appelle Damien par contre. Allez, on remonte encore le temps avec une édition encore plus vieille. Et c'est celle de La Bibliothèque Verte. Je sais pas si ça vous parle, ces livres-là. Donc en fait, c'était simplement pour faire découvrir des œuvres aux plus jeunes. Mais c'est dans une version un peu différente. Déjà, c'est très fin. Et regardez, c'est des textes en fait, c'est pas des bulles. Alors des fois, on a des images, vous voyez, par exemple. Là. Des fois, on a même des images couleurs. Et cette édition-là, je m'en suis rappelé peu de temps avant de tourner la vidéo, du coup c'est pour ça que j'ai dû le commander sur internet et tourner un peu plus tard. Et alors je crois qu'ils en ont pas fait beaucoup, hein. Ils ont pas été très très loin, je crois que ça va jusqu'à l'arc de Arlong Park. Donc il doit y en avoir juste une petite dizaine de tomes comme ça, puisque même le tome 1 il va pas très loin, hein. Il va pas très loin, ça va même pas jusqu'au tome 1 du manga. Mais alors du coup, attention, je vérifie, donc c'est bien... Luffy et Zoro, même Zoro et... ah non, non, Zoro a toujours ses 2 R. Mais donc il n'y a pas de Corentin sur cette version, donc
encore une fois, ça ne marche pas, cette légende urbaine, elle est encore infondée. Et alors, on va aller encore plus dans le passé, puisque j'ai encore une plus vieille édition. C'est l'édition dans le sens de lecture européen. J'ai réussi à en trouver un. Vous voyez, donc là, je vous montre un. C'est vraiment dans l'autre sens. Et donc cette édition, elle est apparue avant l'édition, cette édition-là de Glénat. Alors c'était toujours chez Glénat, mais c'était vraiment dans les toutes premières fois qu'on pouvait lire One Piece en France. Ouah, c'est une capsule temporelle le truc. On a même la dernière page qui est consacrée aux autres mangas édités par Glénat, et donc on a des trucs, là on a Astro Boy, Bastard, Blackjack, Blam, Dragon Ball, on a vraiment que des vieux titres, Dr. Slump, Ranma 1 2000, ah c'est très beau de voir ça en vrai. Il faisait même la promo d'un site internet à l'époque, je sais même pas s'il existe encore ce site. Mais du coup, dans cette toute première version, et non, Luffy s'appelle bien Luffy. Zoro, toujours avec ses deux R, Nami, on a même Baggy le clown et non Buggy, et Shanks le roux, ça ils l'ont jamais changé. Donc voilà, preuve à l'appui, Luffy ne s'est jamais appelé Corentin, tout ceci est une grosse connerie. Mais alors ce qui n'a pas aidé à la propagation de cette fausse rumeur, cette histoire totalement fake, eh ben, c'est Combini qui ont carrément fait une vidéo sur ce sujet-là et qui ont jamais démenti l'information. Donc forcément, il y a plein de gens qui ont regardé la vidéo, qui ne connaissaient pas cette histoire et qui ont considéré que tout ça était vrai. Ça a même contribué à une espèce d'effet Mandela où certains étaient persuadés d'avoir déjà eu un tome avec le nom de Corentin, alors que ça n'est jamais arrivé. Hein. Fort heureusement, Glénat Manga ont voulu mettre un terme à toute cette histoire en tweetant « Bon, il est temps de rétablir une vérité, Monkey D, Corentin et sa clique n'ont jamais existé. Il s'agit d'un fake. » C'est sûr que quand c'est Glénat qui étaient les premiers à avoir traduit en français le manga, c'est sûr que là, au moins, plus de doute, tout ceci est faux. Mais alors, qu'en est-il des screens qu'on a vus au début, là? Bien, il s'agit tout simplement de montage, bah oui, vous en doutez bien. Même si ça fout le doute, hein, quand même, parce que bah, c'est quand même bien fait, on a la typographie qui vraiment correspond, ça a vraiment été pris en photo, je pense que ça a été trafiqué, imprimé, pris en photo pour rendre le truc plus vrai. Mais bah, on pourrait se faire avoir très facilement, et puis bah, comme on a été endoctriné quand on était gamin par des changements de nom très francisés, bah on peut s'attendre à ce que cette histoire soit vraiment plausible, elle soit possible. Mais du coup, voilà, je casse la légende, tout ceci est complètement fake. Donc voilà, j'espère que cette vidéo où je démystifie toutes ces légendes vous aura plu et du coup aura arrêté tous ces délires farfelus. Bon, on a quand même avéré vrai la deuxième théorie, mais bon, pour ce qui est de One Piece, Luffy Corentin, ou bien de Oda qui s'amuse à aller dans les hôpitaux pour tout dévoiler la fin de One Piece, tout ceci est totalement faux. Et du coup, si le concept de la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je vous invite à discuter de tous ces sujets dans la section commentaires juste en dessous de la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et en attendant, on se dit à la prochaine. C'était Quantibus de la Mangatech. Salut.